À une soirée d'entreprise. J'ai essayé d'embrasser ma femme sur la piste de danse. Elle m'a repoussé. Arrête. Tu me fais honte. Je ne veux pas avoir l'air d'être pris. J'ai enlevé ma bague et dit calmement, problème résolu. Quand les invités m'ont vu la poser sur la table, son célibat a fait la une de la soirée. Me voici donc, Marcus Ellery, dans ce qui est en quelque sorte un purgatoire architectural, aussi connu sous le nom de gala annuel de la Haldan Endro Company. Imaginez. Une salle de bal qui crie, on a dépensé beaucoup trop en lustre et pas assez en prime. Avec du cristal qui a probablement coûté plus cher que ma voiture et du vin qui coule à flot. L'endroit grouille de cadres pour qui le style business casual se résume à une Rolex plutôt qu'à un PC Philippe. Je sirote mon deuxième whisky. Bon, d'accord. C'est mon troisième. Mais qui compte? Je regarde ma femme Clara faire la fête comme si elle faisait campagne pour la présidentielle. Et honnêtement, autant le faire. Clara a gravi les échelons de cette entreprise plus vite qu'un chat s'échappant d'une baignoire. Et ce soir, elle rayonne de joie. Je suis sur le point d'être promu, et vous, bande de paysans, pouvez embrasser mon énergie de Lubutont. Le truc avec ces fiestas d'entreprise, c'est que tout le monde fait semblant de s'éclater tout en calculant secrètement comment. Ils passent beaucoup de temps avec leurs partenaires. C'est comme le lycée, sauf qu'ils sont plus costauds et que les coups bas sont encore plus durs. J'ai assisté à suffisamment de ces spectacles pour connaître la routine. Souriez, embrassez-vous et essayez de ne rien dire qui pourrait vous faire virer avant la fermeture du bar. Clara porte cette robe émeraude qui coûte plus cher que le loyer de la plupart des gens. Je le sais parce que je l'ai payée. Elle est absolument magnifique, c'est pourquoi tous les hommes présents font semblant de s'intéresser à son avis sur le design durable tout en la fixant comme si elle était la dernière part de pizza d'une fête étudiante. Je ne les blâme pas. Ma femme est magnifique, elle a réussi et elle est incroyablement intelligente. Parfois, je me demande ce qu'elle trouve chez un type comme moi. À ce propos, je décide qu'il est temps de rappeler à tout le monde, y compris à moi-même, que la beauté en robe émeraude m'appartient. Alors, je termine mon whisky, ajuste ma cravate et me faufile dans la mer de costumes en polyester mélangé et de faux rires en direction de ma femme. Danser? Je demande en tendant la main comme si on était dans une comédie romantique ringarde plutôt que dans l'enfer d'une entreprise. Clara me regarde comme si je venais de lui suggérer de traverser le hall d'entrée. Marcus, je suis en train de dire, allez, viens, je l'interromps, sachant déjà qu'elle va invoquer une excuse pour le réseautage ou je ne sais quoi. Une danse? Tu te souviens quand on faisait ça avant que ton calendrier ne devienne plus compliqué que le calendrier des lancements de la NASA? Elle jette un coup d'œil autour d'elle, calculant probablement l'effet que ça ferait au supérieur, puis se dit que je lui ai demandé de faire don d'un rein. Bon, une danse. On se dirige vers la piste de danse où quelques autres couples se déhanchent sur un morceau de jazz censé être classe, mais qui ressemble surtout à une musique d'ascenseur avec une folie des grandeurs. Je serre Clara contre moi et pendant une seconde, juste une seconde, on se croirait au bon vieux temps. Comme quand on n'était que deux gamins qui se sont rencontrés à la fac et qui pensaient que l'amour suffisait à construire une vie. C'est là que je me penche pour un baiser. Rien de fou, juste un simple bisou pour dire « je t'aime » entre eux. Mari et femme à une fête d'entreprise. Tout à fait normal, non? Faux. Clara me repousse comme si j'étais porteur de la peste. Pas juste une petite poussée du genre « pas maintenant, chérie », mais un coup de poing franc et brutal qui me fait trébucher en arrière et attire l'attention de la moitié de la salle de bal. Arrête, Marcus. Elle siffle d'une voix si aiguë qu'elle coupe près du verre. Tu me fais honte. La faire honte? Je suis son mari, bon sang. On est mariés depuis 8 ans. On a une fille ensemble. On partage un prêt immobilier et une vie, mais apparemment, montrer de l'affection à une fête d'entreprise, c'est franchir une ligne invisible dont j'ignorais l'existence. Mais là, elle lâche la vraie bombe. Je ne veux pas avoir l'air pris. Les mots me frappent comme un train de marchandises rempli de bêtises. La pièce semble soudain basculer, comme si quelqu'un venait de déplacer les fondations de tout ce que je croyais savoir sur ma vie. La musique continue. Les gens rient et discutent, mais je n'entends que cette phrase. Ça résonne dans ma tête. Je ne veux pas avoir l'air d'être pris. Ma femme, la mère de mon enfant, celle avec qui je partage mon lit depuis près de 10 ans, ne veut pas avoir l'air d'être pris à sa fête d'entreprise, où tout le monde sait qu'elle est mariée, où je me tiens juste à côté d'elle avec une alliance assortie à la sienne. Vous savez quoi? Parfait.
Si Clara ne veut pas avoir l'air d'être pris, je peux régler ce problème très vite. J'enlève mon alliance. L'anneau en or blanc que nous avons choisi ensemble, celui qui m'a coûté 2 mois de salaire à mes débuts. Et je la pose délicatement sur la table la plus proche, juste à côté d'un centre de table hors de prix dont le nom latin est probablement indéchiffrable. Problème résolu, dis-je d'une voix étonnamment calme, vu que mon monde vient de basculer. L'effet est immédiat et spectaculaire. C'est comme si quelqu'un avait crié « au feu » dans un théâtre bondé, sauf qu'au lieu de courir vers les sorties, tout le monde se met à chuchoter et à me fixer. Je sens presque les ragots se répandre dans la pièce comme une traînée de poudre, jaillissant de groupe en groupe, plus vite qu'une vidéo de chat ne devient virale. Le visage de Clara devient blanc, puis rouge, puis d'une couleur inexistante dans la nature. Son regard parcourt la pièce, observant les escaliers et les murmures, calculant probablement les dégâts causés à sa précieuse réputation. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Son image, sa carrière, sa précieuse position dans ce bocal à poisson où les apparences comptent plus que les sentiments humains. En quelques minutes, et je dis bien quelques minutes, mon petit geste devient l'animation de la soirée. J'entends les murmures se propager. Vous avez vu ça? Marcus Ellery vient d'enlever sa bague. Clara est de nouveau célibataire. C'est comme regarder un jeu de téléphone vraiment pathétique, sauf que tout le monde est habillé en vêtements de marque et fait semblant d'être sophistiqué tout en bavardant comme des adolescents. C'est alors que Jonas apparaît à mes côtés, tel une sorte d'ange gardien de la classe ouvrière. Jonas Rivera, mon plus vieil ami. Pendant que j'étais occupé à me battre pendant la Troisième Guerre mondiale devant le tribunal des affaires familiales. C'est le genre de personne qui pourrait probablement diriger la NASA si on lui en donnait l'occasion. Et elle a réussi à satisfaire nos clients pendant que j'étais distrait par des broutilles comme des accusations de détournement de fonds et des litiges relatifs à la garde des enfants. Le projet Peterson est de nouveau sur les rails, rapporte-t-elle, tandis que j'installe mon bureau à domicile dans ce qui était autrefois une chambre d'amis. Il s'avère que les clients ne se soucient pas vraiment de vos problèmes personnels tant que vous fournissez un travail de qualité, dans les délais et en respectant le budget. Qui l'eût cru? Apparemment, être un bon architecte compte plus qu'avoir une femme trophée et une maison digne d'architectural digeste. Les clients qui m'ont soutenu pendant ce cirque juridique sont du genre à privilégier la compétence aux apparences, et travailler avec eux me rappelle pourquoi je me suis lancé dans ce métier. Charlotte Kitts devient une amie inattendue dans tout ce chaos. Elle m'engage pour concevoir son nouveau cabinet d'avocats, ce qui est ironique quand on sait que son mari a tenté de me voler ma fille et de fuir aux Caraïbes. Mais Charlotte est le genre de femme qui ne laisse pas ses problèmes personnels entraver ses affaires, et je la respecte pour cela. Je veux un cabinet qui reflète la réussite sans être prétentieux, me confe-t-elle lors de notre première consultation. Je pense avocat compétent plutôt que Robert Baron. Son nouveau cabinet s'avère être l'un de mes meilleurs projets, des lignes épurées, une lumière naturelle et une élégance discrète qui impressionnent vraiment les gens au lieu de les intimider. Charlotte adore. Et surtout, elle commence à me recommander d'autres clients. Il s'avère que lorsque les riches divorcent, ils ont besoin d'architectes pour concevoir leur maison après la catastrophe. Et apparemment, je suis en train de devenir la référence pour les projets de reconstruction. Le bourbier juridique commence enfin à se dissiper, en grande partie grâce à Charlotte qui m'accompagne dans le monde byzantin des tribunaux de la famille. Elle a des relations qui font bouger les choses, et surtout, elle a cette intelligence impitoyable qui tranche avec la bureaucratie comme un laser dans du papier de soie. L'essentiel, c'est la documentation, explique-t-elle autour d'un café dans un restaurant qui sert le petit déjeuner toute la journée et ne vous juge pas parce que vous mangez des crêpes à 15 heures. Gardez des traces de tout. Chaque conversation avec Sophie, chaque événement scolaire auquel vous participez, chaque rendez-vous chez le médecin, Clara va essayer de vous dépeindre comme un père absent à sa sortie. Alors, vous avez besoin de preuves que vous ne l'êtes pas. Un bon conseil, vu que l'équipe juridique de Clara prépare déjà le terrain pour une contestation de garde à sa sortie. Apparemment, 5 ans de prison fédérale ne vous empêche pas automatiquement de demander la garde de votre enfant, ce qui me semble être une faille du système. Mais voilà le problème, je ne suis plus le même homme qui a été pris de court lors de ce gala d'entreprise il y a 2 ans. Que Marcus était assez naïf pour croire que l'amour et la loyauté comptaient plus que l'argent et l'ascension sociale. Ce Marcus a traversé les épreuves et en est ressorti plus fort, plus intelligent et beaucoup moins confiant envers les gens qui portent des vêtements de marque et parlent d'opportunités de réseautage. La vie s'installe à un rythme réellement durable. Sophie va dans une école publique où les enseignants connaissent son nom et se soucient de ses progrès au lieu de la traiter comme une opportunité de réseautage. Je travaille à domicile presque tous les jours,
ce qui signifie que je suis là à sa descente du bus et que nous pouvons dîner ensemble comme une famille normale. Un soir, nous sommes dans la cuisine à préparer des spaghettis. Rien de sophistiqué, juste le genre de repas qui vous rassasie et qui ne nécessite pas de diplôme de cuisine pour être préparé, lorsque Sophie me regarde avec ce regard sérieux que les enfants ont lorsqu'ils réfléchissent profondément. « Papa, es-tu heureux ?» demande-t-elle en faisant tournoyer des pâtes autour de sa fourchette comme si elle désamorçait une bombe. Je regarde notre petite cuisine, avec ses appareils électroménagers génériques et tout ce qui est de marque bon marché. Et je sens l'odeur de la sauce que nous avons préparée ensemble, dans un pot à $3 à l'épicerie. Il y a des devoirs étalés sur le plan de travail, les projets artistiques de Sophie scotchés au réfrigérateur, et absolument aucun objet de créateur en vue. « Ouais, ma puce, » je lui dis. Et pour la première fois depuis des années, je le pense enfin. Car voici ce que j'ai appris. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir la plus grande maison, les meubles les plus chers ou une femme qui fait bonne figure aux événements d'entreprise. C'est rentrer à la maison et retrouver des gens qui sont vraiment contents de vous voir. Manger avec quelqu'un qui rit à vos blagues stupides et construire une vie fondée sur quelque chose de plus solide que les apparitions sur les réseaux sociaux et les opportunités de réseautage. Clara peut garder ses robes émeraudes et sa combinaison de prisonnière. Je prends des petits déjeuners aux crêpes et de l'aide aux devoirs tous les jours de la semaine. 2 ans plus tard, tout le cirque Clara et Adrien est allé en prison fédérale. Je suis assis sur mon porche avec une bière à moins de $5, regardant le paysage urbain de Minneapolis se dorer au soleil couchant. C'est une de ces parfaites nuits d'automne où l'air est assez vif pour rappeler l'arrivée de l'hiver, mais assez chaud pour ne pas avoir envie d'y mettre les pieds. Le porche n'a rien d'extraordinaire, juste quelques meubles en bois rudimentaires que j'ai chinés dans un vide-grenier et que j'ai peint moi-même. Mais il a quelque chose que la vieille maison n'avait jamais eu, la paix. Pas de voisins prétentieux qui jasent sur la valeur des biens immobiliers. Pas d'aménagement paysager qui exige un doctorat en horticulture pour l'entretenir. Juste un porche simple où l'on peut boire une bière et regarder le monde passer sans se soucier de son image. Sophie est à l'intérieur, en train de faire ses devoirs à la table de la cuisine, probablement en train de remettre à plus tard son devoir de maths en gribouillant dans les marges. Elle a 10 ans maintenant, ce qui signifie qu'elle s'est forgé des opinions sur tout et qu'elle n'hésite pas à les partager. La semaine dernière, on m'a dit que ma cuisine était correcte mais sans inspiration, ce qui est apparemment ce qui passe pour un compliment de la part d'un élève de CM1 qui a trop regardé Food Network. Quelque part, dans l'immensité du lac Minnetonka, se trouve ma vieille alliance. L'anneau en or blanc qui symbolisait autrefois l'amour éternel et qui sert maintenant d'habitat coûteux pour les poissons. Je l'ai jeté à l'eau environ 6 mois après la prononciation du divorce. En partie parce que cela me semblait symbolique, et en partie parce que Sophie m'a mis au défi. Il s'avère que les enfants de 10 ans comprennent plutôt bien les gestes dramatiques. Claire est assise quelque part dans une prison fédérale, se plaignant probablement du nombre de fils de sa combinaison orange et se demandant pourquoi ses codétenus n'apprécient pas ses idées sur l'architecture durable. Il lui reste 3 ans à purger, à condition qu'elle se comporte bien, ce qui est une hypothèse assez lourde compte tenu de son historique de respect des règles. Je reçois parfois d'elle des lettres, des tentatives de réconciliation soigneusement formulées qui semblent avoir été écrites par un comité d'avocats et de thérapeutes. Apparemment, elle s'est retrouvée en prison et souhaite reconstruire notre famille une fois sortie de prison. Dehors. Les lettres finissent directement à la poubelle, généralement sans même que Sophie ne s'en aperçoive. Certains ponts sont faits pour rester incendiés. Adrien a été libéré plus tôt pour bonne conduite, ce qui signifie apparemment qu'il a trouvé le moyen de garder le silence et la tête basse en prison fédérale. On raconte qu'il travaille chez un concessionnaire automobile à Phoenix, vendant des Honda d'occasion à des gens qui gagnent probablement plus en un an qu'il ne dépensait en costume. Charlotte a divorcé pendant qu'il était en prison et a gardé tout ce qui n'était pas cloué, ce qui me semble une justice poétique. Evelyne Mercé, mon ancienne belle-mère et héritière professionnelle, a déménagé en Floride, où elle peut passer ses vieux jours à se plaindre du temps et à écrire des lettres amères aux rédacteurs en chef des journaux sur le déclin de la société moderne. Elle envoie encore des cartes d'anniversaire à Sophie avec des messages passifs-agressifs expliquant comment ton père t'a volé à ta mère. Mais Sophie est assez grande maintenant pour comprendre que grand-mère Evelyne est en fait une victime professionnelle qui blâme tout le monde pour les erreurs de sa fille. Mon entreprise se porte mieux qu'elle ne l'a jamais fait lorsque j'étais marié à Clara et que j'essayais de maintenir notre train de vie ridicule. Il s'avère que lorsqu'on ne dépense pas la moitié de ses revenus en meubles design et en charité, on peut économiser et investir dans la croissance de son entreprise. J'ai maintenant 3 employés à temps plein, dont Jonas,
qui a décidé que travailler pour moi était mieux que de gérer des chantiers d'électriciens en entreprise où tout le monde le traite comme un employé? Vous savez ce qu'il y a de mieux dans votre travail? Jonas me l'a demandé la semaine dernière alors que nous examinions les plans d'un nouveau projet de centre communautaire. Ici, tout le monde se fiche du réseautage ou de l'ascension sociale. On construit des trucs et on rentre chez soi. C'est tout à fait vrai. On construit des trucs de qualité dont les gens ont vraiment besoin, et on rentre chez soi pour une vie qui ne nécessite pas de performance constante ni de positionnement stratégique. Un concept révolutionnaire, je sais. Charlotte et moi avons noué ce qu'on pourrait appeler une amitié fondée sur le respect mutuel et des traumatismes partagés. Elle a fait de son cabinet d'avocat quelque chose qui rendrait les entreprises américaines nerveuses, spécialisées dans les affaires où des gens ordinaires se font avoir par des riches qui pensent que l'argent les rend intouchables. Nous dînons de temps en temps, généralement dans des restaurants qui servent de la vraie nourriture plutôt que de petites portions disposées comme de l'art moderne. Tu sais, a-t-elle dit lors de notre dernier dîner, je pense qu'Adrienne nous a vraiment rendu service à tous les deux. Se débarrasser de ceux qui pensent que la loyauté est négociable, c'est comme se débarrasser d'un cancer. C'est douloureux, mais finalement salvateur. Elle a raison. Avec le recul, Clara et Adrien étaient comme un cancer qui rongeait lentement tout ce qu'il y avait de bon dans nos vies. Se débarrasser d'eux a fait un mal de chien à l'époque. Mais maintenant que la guérison est terminée, tout semble plus fort et plus réel. Le meilleur dans ma nouvelle vie, c'est qu'elle m'appartient vraiment. Je n'ai plus à faire semblant de m'intéresser aux dégustations de vin ou aux événements caritatifs où les riches se félicitent d'avoir signé des chèques. Je n'ai plus à sourire à des collègues qui pensent que les coups bas sont une stratégie commerciale légitime. Je n'ai plus à rentrer chez moi et à retrouver quelqu'un qui me voit comme un tremplin vers quelque chose de meilleur. Au lieu de cela, je rentre chez moi et à retrouver Sophie, qui me trouve plutôt géniale, même quand je brûle le dîner ou que j'oublie de laver son maillot de foot. Je peux travailler sur des projets qui. Ça compte pour les gens qui ne cherchent pas à impressionner qui que ce soit. Je me lie d'amitié avec des gens qui m'apprécient pour ce que je suis plutôt que pour ce que je peux faire pour leur ascension sociale. Mon téléphone vibre, j'ai reçu un SMS de Jonas. À boire demain. J'offre. Je réponds. Tu dis toujours ça. Mais oui, parce que c'est aussi ça, ma nouvelle vie. Les gens pensent vraiment ce qu'ils disent. Un concept révolutionnaire dans un monde rempli de Clara et d'Adrien. Le plus drôle avec la trahison, c'est qu'elle réduit en cendres votre ancienne vie, ne laissant que cendres et souvenirs amers. Mais voilà ce que personne ne vous dit sur les cendres, elles constituent un excellent engrais pour tout ce que vous décidez de cultiver ensuite. Clara et Adrien pensaient me détruire en planifiant leur petite escapade au paradis. Au lieu de ça, ils ont déblayé tout le bois mort et l'artificiel qui m'empêchait de construire quelque chose de vrai, de solide, quelque chose qui m'appartienne, au lieu de l'image que j'essayais de donner à des gens dont l'opinion ne compte pas vraiment. Alors, me voilà assis sur mon mobilier de jardin à 5 $, à boire ma bière à 3 $, à regarder. Le coucher de soleil colore le ciel de couleurs qui ne coûtent rien du tout. Demain, je me réveillerai dans une vraie maison, je préparerai le petit déjeuner avec ma fille, qui a vraiment envie de passer du temps avec moi, et je me mettrai au travail pour construire des choses qui comptent. Et cette fois, je construis tout poutre par poutre, solide, honnête et entièrement à moi. Probablement le seul gars ici qui se fiche des rapports trimestriels ou des portefeuilles clients. C'est un électricien qui pense entreprise. La politique est aussi utile qu'une porte moustiquaire sur un sous-marin. Et là, il me regarde avec l'expression qu'on aurait si on regardait quelqu'un mettre le feu à sa maison par accident. Zut, Marcus, marmonne-t-il à voix basse, sans toutefois dissimuler son étonnement. Tu as mis le feu aux poudres. Et vous savez quoi? Il a tout à fait raison. J'ai mis le feu aux poudres. La question est, qu'est-ce qui va exploser au bout? Me voilà donc planté comme un idiot au milieu de ce cirque d'entreprise, après avoir fait exploser mon mariage devant la moitié de l'élite architecturale de Minneapolis. On pourrait penser que Clara aurait au moins la décence d'avoir l'air gênée, voire de filer aux toilettes pour se ressaisir, mais non. Ma chère épouse reste là, dans cette robe émeraude, celle qui m'a coûté une petite fortune et qui, apparemment, a un côté impudent. Au lieu de limiter les dégâts, Clara fait quelque chose qui me laisse bouche bée plus fort qu'une fondation mal conçue. Elle commence. Rire. Pas nerveux. Oh mon Dieu, que vient-il de se passer? Des rires, mais ce gloussement théâtral et sonore qui donne l'impression qu'elle auditionne pour un rôle dans un spectacle de Broadway tordu intitulé « Comment détruire l'âme de son mari en une soirée ».
Et où va-t-elle migrer tout en déchaînant cet amusement de bancher? Directement vers Adrien Kitz, son associé et l'incarnation humaine de tous les maux de l'Amérique des entreprises. Adrien est le genre de type qui repasse probablement ses sous-vêtements et pense que le vendredi décontracté signifie porter une cravate à seulement $300 au lieu de 5. Il a ce côté, j'appelle tout le monde mon pote, mais je complote secrètement pour que tu meurs, en fasse un article. Et son idée de la tenue décontractée, c'est de porter un costume Armani au lieu d'un Tom Ford. De l'autre côté de la pièce, je regarde Clara se positionner juste à côté de cette publicité ambulante pour eau de Cologne. Et soudain, son langage corporel prend une tournure inédite. Elle lui touche le bras en parlant, penche la tête comme si tout ce qu'il dit était absolument fascinant et, en gros, il joue la comédie. Comme si elle auditionnait pour le rôle de la femme disponible lors d'un événement d'entreprise. Le pire, c'est qu'Adrien s'en donne à cœur joie comme si c'était du gâteau à un pique-nique d'entreprise. Il bombait le torse, la main nonchalamment posée sur le bas de ses reins, et il arborait cette expression suffisante qui me donnait envie de présenter ses dents parfaitement plaquées à mon poing. Jonas, béni soit son âme d'ouvrier, se glisse à côté de moi avec 2 boissons fraîches et une expression qui suggère qu'il regarde un accident de train au ralenti. « Tu vois ça ?» demande-t-il, sans même essayer d'être subtil en fixant le spectacle de Clara et Adrien. Elle fait comme si elle était déjà célibataire. Je ne réponds pas, parce que franchement, que dire? Ma femme vient de passer de « ne me gêne pas » à « regarde comme je suis disponible » en l'espace de 10 minutes. C'est comme regarder quelqu'un actionner un interrupteur, sauf que cet interrupteur contrôle toute ma vie. Et apparemment, Claire a prévu de tout balancer depuis un moment déjà. Le truc avec ces entreprises le plus étrange, c'est que tout le monde fait semblant d'avoir des conversations profondes et pertinentes sur les tendances du marché et le design durable, mais en réalité, ils se regardent tous comme dans une émission de télé-réalité. Et en ce moment, le drame du divorce de Clara et Marcus semble être l'attraction principale. Je sens des regards braqués sur moi de tous les côtés. Les gens chuchotent derrière leur verre de vin et parient probablement sur le temps qu'il me faudra avant de frapper quelqu'un ou de m'effondrer complètement. C'est là que je la remarque. Evelyne Mercé, la mère de Clara, est l'équivalent humain d'un glacier. Froide, imposante et capable de faire couler le Titanic par sa seule existence. Elle se tient près du bar, vêtue d'une chemise noire qui a probablement coûté plus cher que ma voiture. Et elle me fixe du regard qu'on jette à quelque chose qu'on trouve coincé sous sa chaussure. Evelyne ne m'a jamais apprécié. Dès le premier jour, elle m'a clairement fait comprendre que sa précieuse fille pouvait faire mieux qu'un architecte de la classe moyenne qui ne venait pas d'une famille aisée ni n'avait les bonnes relations. Elle me tolérait parce que Clara semblait heureuse. Mais maintenant que la façade s'effondre, les couteaux ne sortent pas comme ça. Ils sont aiguisés à la vue de tous. Elle ne cache même pas son dédain. Pendant que sa fille s'acharne pratiquement sur Adrien Kitz devant Dieu et tout le monde, Evelyne me lance des regards noirs comme si toute cette situation était de ma faute. Comme si j'étais celui qui avait décidé de transformer une simple demande de danse en déclaration d'indépendance. L'ironie ne m'échappe pas. Me voilà à recevoir le regard noir de ma belle-mère pendant que ma femme flirte avec un autre homme à une fête d'entreprise. Et d'une certaine manière, je suis le méchant de cette histoire. C'est comme être accusé du naufrage du Titanic quand on est celui qui montre l'iceberg. Jonas suit mon regard et laisse échapper un sifflement sourd. Bon sang, si les regards pouvaient tuer, tu serais 1,80 mètres sous terre à pousser des pâquerettes. C'est quoi son problème, au fait? Elle pense que je ne suis pas assez bien pour Clara. Je marmonne en buvant une longue gorgée. Apparemment, elle avait raison. Jonas dit avec le genre de une loyauté qui ne vient que de 20 ans d'amitié. C'est Clara qui se comporte comme une folle. Tu as demandé à ta femme de danser, pas de s'enfuir au cirque. Mais en regardant Clara rejeter la tête en arrière et rire à ce qu'Adrien lui murmure à l'oreille, je réalise que Jonas a peut-être tort sur un point. Clara ne fait pas la folle. Elle agit librement. Comme quelqu'un qui sort de prison et fête sa libération. La foule commence à se dissiper, les gens se dirigeant vers les zones plus calmes de la salle, probablement à la recherche d'une meilleure acoustique pour leur bavardage. C'est alors que je vois Clara et Adrien se diriger vers l'une des salles annexes. Vous savez, ces petits salons que tous les lieux chics ont pour les conversations privées et autres activités qui ne sont absolument pas appropriées au public. Quelque chose au fond de moi me dit de les suivre. Peut-être est-ce l'instinct, peut-être la stupidité, mais je me retrouve à les suivre à distance. Jonas marmonne quelque chose comme quoi c'est une mauvaise idée en les suivant à contre-cœur. La salle annexe qu'il choisit c'est l'une d'elles.
de ces espaces faiblement éclairés, avec des meubles coûteux et un éclairage censé être romantique. Mais qui donne surtout l'impression que tout le monde est dans un film. Je me positionne contre le mur, dehors, assez près pour entendre, mais assez loin pour ne pas être vu. Et c'est là que je l'entends. La voix d'Adrienne, douce comme de la soie et 2 fois plus fausse, promettant à Clara que ma crise sur la piste de danse va finalement jouer en leur faveur. Il a l'air instable, dit Adrien. Et j'entends presque le sourire dans sa voix. Avec suffisamment de témoins pour la petite performance de ce soir, le divorce va être une promenade de santé. Tu garderas la maison, tes parts dans l'entreprise. Et même Sophie, probablement. Mon sang se glace. Il parle de ma fille de 7 ans, qui me demande encore de vérifier s'il y a des monstres sous son lit et pense que j'ai décroché la lune. Il prévoit de me l'enlever comme si elle n'était qu'un atout de plus à partager dans leur mainmise sur ma vie. C'est là que ça me frappe. Clara et Adrien n'étaient pas ensemble par hasard ce soir. Ce n'est pas une situation de rebondissement spontané. Ils ont tout planifié. La façon dont elle m'a repoussé, le commentaire, je ne veux pas avoir l'air pris. Même sa réaction quand j'ai enlevé ma bague. Tout cela faisait partie d'un scénario tordu qu'ils avaient déjà écrit. Tandis que je les écoute comploter pour ma destruction, une pensée me trotte dans la tête. Ils pensent que je suis fini. Ils pensent avoir gagné. Mais voilà le truc avec le métier d'architecte, on apprend à repérer le défaut fatal dans n'importe quelle conception. Et ces 2 idiots viennent de me montrer le leur. Le matin arrive bien trop tôt, comme toujours quand ta vie a implosé la veille. Je suis allongé dans mon lit, écoutant Clara se déplacer dans notre chambre comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas participé à l'équivalent corporatif d'une exécution publique au gala d'hier soir. Cette femme a des couilles d'acier. Je lui accorde ça. Elle porte ses robes de soie qui coûtent plus cher que la plupart des gens en course, et se déplace dans notre suite parentale comme si elle auditionnait pour une publicité pour un hôtel de luxe. La lumière matinale, qui traverse nos rideaux hors de prix, reflète parfaitement le tissu. Et l'espace d'une fraction de seconde, je me souviens pourquoi j'ai craqué pour elle. Puis la réalité me rattrape comme une gueule de bois. Et je me souviens que cette femme magnifique complotait ma destruction hier soir, vêtue de cette robe émeraude. Clara sirote un expresso dans sa tasse italienne préférée en céramique, parce que, Dieu lui en préserve, elle boit du café dans un récipient qui ne coûte pas $50, et consulte son téléphone avec une indifférence désinvolte qui rendrait un sociopathe jaloux. Elle fait comme si rien de bouleversant ne s'était passé il y a 12 heures. Aucun signe de la bague posée sur une table du Ritz-Carlton. Aucune mention de sa conversation intime avec Adrien. Rien. Je vais prendre une douche. Elle annonce comme si elle me donnait la météo. Ne m'attends pas au petit déjeuner. J'ai un rendez-vous tôt le matin. Bien sûr qu'elle en a un. Probablement avec son petit ami Adrien pour planifier leur prochaine action dans l'opération Détruire Marcus. Mais voilà où Clara se trouve. Elle commet sa première vraie erreur. Elle laisse son téléphone sur le comptoir de la salle de bain et se dirige vers notre douche à l'italienne, plus grande que la plupart des chambres. Bon, je ne suis pas fier de ce que je m'apprête à faire, mais au moment difficile, aux mesures désespérées. Et découvrir que sa femme complote pour voler son enfant, c'est clairement une situation désespérée. Alors, je me dirige vers la salle de bain, pieds nus, silencieux sur le sol en marbre chauffant que Clara a insisté pour qu'on installe, car apparemment, les sols normaux sont pour les paysans. Son téléphone est là, comme une preuve numérique fumante. Et je connais son code d'accès parce qu'elle ne l'a jamais changé. L'anniversaire de Sophie. 0312 Le jour spécial de notre fille est maintenant utilisé pour révéler les preuves de la trahison de sa mère. L'ironie serait drôle si ce n'était pas si tragique. L'écran s'allume et je suis immédiatement submergé par plus de notifications qu'une influenceuse adolescente. Mais ce n'est pas le nombre de messages qui attire mon attention. C'est leur provenance et leur contenu. Je commence à parcourir ces SMS et, bon sang, c'est comme lire le scénario d'un feuilleton écrit par quelqu'un qui a de sérieux problèmes avec sa mère. Des mois et des mois de messages entre Clara et Adrien me donnent envie de prendre une douche au savon noir. Les premiers messages commencent assez innocemment. Des trucs de boulot, des discussions de projet, le genre de communication professionnelle qu'on attend entre partenaires commerciaux. Mais il y a environ 3 mois, les choses ont pris un tournant radical et sont devenues folles. J'ai hâte de te voir ce soir. D'Adrien, suivi de la réponse de Clara. Pareil. Marcus travaille encore tard. Choquant, non?
Le visage baigné de larmes de joie. Travailler tard. Je travaillais tard pour décrocher le compte Peterson qui aurait assuré l'avenir financier de notre famille. Et ma femme adorait profiter de mon dévouement pour jouer à la maison avec son associé. Les messages s'aggravent au fur et à mesure que je les lis. Réservation d'hôtel, blague sur mes prétendus défauts et suffisamment d'émojis pour faire grincer des dents un enfant de 12 ans. Mais le plus dur, c'est quand il commence à parler de stratégie. Il est tellement paumé, écrivait Clara il y a 2 semaines. Il réfléchit encore. On est la famille parfaite. Ça va être plus facile que prévu. La réponse d'Adrienne me fait bouillir le sang. Cet homme est en pleine crise de la quarantaine. Quand tout sera fini, tu auras tout et lui n'aura rien. Exactement comme il le mérite. Exactement comme je le mérite. Pourquoi ? Travailler comme un dingue pour subvenir aux besoins de notre famille. Être fidèle à ma femme. Être vraiment intéressé par notre mariage. Mais attendez, ça s'arrange. Parce qu'apparemment, Clara mène une double vie qui rendrait la Cia jalouse. Elle a un compte Instagram secret sous le nom de C.E.Mercé, utilisant son nom de jeune fille comme si elle était déjà divorcée. Et les photos sur ce truc, c'est comme découvrir que sa femme est en fait une personne complètement différente. Il y a des photos de Clara dans des tenues que je n'ai jamais vues, dans des restaurants où je ne suis jamais allé, dans des chambres d'hôtel que je n'ai absolument pas payées. Elle pose comme si elle était célibataire et qu'elle adorait ça, et Adrienne est partout dans les commentaires comme une adolescente excitée. Magnifique comme toujours, ma puce. Il commente une photo d'elle dans une robe noire qui coûte probablement plus cher que le loyer de ma voiture. Bientôt, on n'aura plus besoin de se cacher. Répond Clara. Bientôt, tout cela sera réel. Réel ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Notre mariage n'est pas réel. Notre fille n'est pas réelle. La maison qu'on a achetée ensemble, la vie qu'on a construite, les 8 ans qu'on a passés ensemble. Rien de tout ça n'est réel. Puis je tombe sur le groupe de discussion qui me donne vraiment envie de taper dans un mur. C'est Clara avec ses amis de bureau, Lydia et Tessa. 2 femmes qui font paraître les hyènes dignes. Ce sont le genre de personnes qui pensent que le soutien, c'est encourager ses pires pulsions et que l'amitié, c'est permettre ses mauvaises décisions. Vas-y, ma fille, tu mérites tellement mieux. Lydia écrit après que Clara a raconté une anecdote sur mon indisponibilité émotionnelle apparente. Adrien a l'air génial. Quand est-ce qu'on va le rencontrer officiellement ? Tessa intervient avec suffisamment d'émojis chaleureux pour alimenter une petite ville. Il parle de la liaison de ma femme comme si c'était une sorte de mouvement de libération. Comme si elle était Rosa Parks au lieu d'une épouse infidèle. Mon niveau d'illusion est stupéfiant. Mais c'est là que je prouve que je ne suis pas aussi stupide qu'il le pense. Je commence à tout capturer. Chaque message, chaque photo, chaque preuve qui montre que ce n'était pas une attirance spontanée. C'était un plan calculé pour détruire ma vie et me voler ma fille. Je crée une nouvelle adresse email sur mon téléphone, je m'envoie tout, puis je transfère le tout vers 2 autres comptes de secours, car j'ai vu assez de feuilletons judiciaires pour savoir que les preuves ont tendance à disparaître quand il y a des gens riches. Quand Clara sort de la douche, enveloppée dans une serviette qui coûte probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens, je suis assis devant l'îlot central de la cuisine à lire le journal comme si je me présentais pour le titre de père de l'année. Elle descend dans l'un de ses tailleurs, ce bleu marine qui lui donne l'air de pouvoir saisir ta maison et se sentir bien, et me dépose un baiser sur le front comme si nous étions toujours l'heureux couple de la carte de Noël de l'année dernière. Ne sois pas parano, Marcus, dit-elle d'une voix faussement inquiète. Tu devrais peut-être parler à quelqu'un. La nuit dernière était inquiétante. Inquiétante, madame, tu n'as pas encore vu d'inquiétant. Elle attrape son sac à main, se regarde une dernière fois dans le miroir du couloir et se dirige vers le mensonge qu'elle compte raconter aujourd'hui. La porte se referme derrière elle avec un léger clic, et je me retrouve seul avec les ruines fumantes de mon mariage et assez de preuves pour l'enterrer plus profondément que Jimmy Hoffa. C'est là que j'appelle Jonas. Parce que pour partir en guerre, il faut que quelqu'un te protège. Et Jonas Rivera est le genre de type qui t'aiderait à cacher un corps sans jamais poser de questions. Burger rejoint Lindal. Je le lui dis quand il décroche. Il faut qu'on parle. 1 heure plus tard, on est assis dans un bar miteux qui sert des hamburgers gros comme des enjoliveurs et qui ne se demande pas pourquoi 2 hommes adultes ont l'air de préparer un braquage. Jonas écoute tout, secouant parfois la tête ou marmonnant des jurons espagnols qui ne sont probablement pas de mise en compagnie mixte. Alors, c'est quoi le truc ?
Il me demande quand j'ai fini d'exposer les preuves. C'est alors que mon téléphone vibre et que j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnais pas. Vous voulez connaître la vérité? Hôtel L'Arc, Penthouse, minuit. Eh bien, on dirait que ce terrier de lapin est plus profond que je ne le pensais. Du coup, me voilà à 23h30, debout devant l'hôtel L'Arc avec Jonas. On a tous les deux l'air de vouloir cambrioler l'endroit au lieu de se lancer dans une étrange mission de surveillance nocturne. Le L'Arc est un de ces hôtels-boutiques qui facturent $500 la nuit pour le privilège de dormir dans une chambre aussi grande que le placard de la plupart des gens. Mais bon, au moins, la densité des fils est astronomique. Jonas porte son uniforme d'électricien, car apparemment, c'est son déguisement de prédilection pour les activités douteuses. C'est soit la chose la plus stupide qu'on ait jamais faite, soit la plus intelligente, marmonne-t-il en vérifiant sa ceinture à outils comme s'il était là pour réparer quelque chose au lieu de m'aider à prendre ma femme en flagrant délit. Moi? Je suis vêtu d'un jean foncé et d'un sweat à capuche noire, ma rage m'envahit comme si c'était des plans architecturaux pour ma vengeance. Le message anonyme résonne dans ma tête. Envie de connaître la vérité? L'Arc Hotel Penthouse Midnight. Soit quelqu'un essaie de m'aider, soit je suis sur le point de tomber dans le piège le plus élaboré du monde. À ce stade, je me fiche complètement de savoir lequel. L'entrée de service est étonnamment facile d'accès. Apparemment, les hôtels qui s'adressent aux riches supposent que leur clientèle est trop raffinée pour entrer par effraction. Jonas Sweet raconte à l'agent de sécurité une histoire de travaux électriques d'urgence, exhibant ses papiers et utilisant suffisamment de jargon technique pour le faire tourner en bourrique. 5 minutes plus tard, nous sommes à l'intérieur. L'ascenseur de service est le genre de boîte métallique exiguë qui fait apprécier les ascenseurs haut de gamme pour les invités, mais il nous amène à destination sans tomber sur des bébés de fonds fiduciaires ou leur papa gâteau. 20 étages plus haut, et mes oreilles se bouchent comme si j'étais dans un avion en route pour l'enfer. On trouve un balcon d'entretien qui nous offre une vue imprenable sur le Penthouse grâce à des baies vitrées qui coûtent probablement plus cher que mon salaire annuel. L'endroit est exactement ce qu'on attend d'une suite d'hôtels dont la nuitée est plus chère que le salaire mensuel de la plupart des gens. Meubles élégants, œuvres d'art modernes et un éclairage qui donne l'impression d'être dans une publicité pour un parfum. Et les voilà, Clara et Adrien, assis sur un canapé qui a probablement son propre compte Instagram, comme s'ils auditionnaient pour une version vraiment décalée de « Lifestyle of the Rich and Shameless ». Clara porte la robe noire, celle que je lui ai offerte pour notre anniversaire l'année dernière, pensant qu'elle serait parfaite pour un dîner romantique. Maintenant, elle la porte pour son petit ami, comme si c'était une sorte de costume dans leur petite pièce où ils veulent détruire ma vie. L'ironie serait poétique si elle n'était pas aussi exaspérante. Adrienne a la main sur sa cuisse comme si elle lui appartenait. Et ils rient tous les deux de quelque chose qui est probablement hilarant quand on complote la chute de quelqu'un. Il porte un costume qui coûte probablement plus cher que mon prêt immobilier, car apparemment, être un déchet de ménage nécessite des vêtements de créateur. Je sors mon téléphone et commence à filmer. Mes mains sont plus stables qu'elles ne devraient l'être, vu que je suis en train de regarder mon mariage se faire enterrer en temps réel. La qualité de la vidéo n'est pas excellente à travers la vitre, mais elle est suffisamment nette pour voir Clara se pencher vers Adrien comme s'il était son sauveur personnel plutôt que celui qui l'aide à détruire sa famille. Il parle de quelque chose qui anime Clara comme je ne l'ai pas vue depuis des mois. Elle fait des gestes avec ses mains, sourit comme si elle venait de gagner au loto, et se comporte généralement comme quelqu'un qui fait la fête plutôt que comme quelqu'un qui commet l'adultère. Le décalage entre cette version de Clara et la femme froide et distante avec qui je vis est stupéfiant. C'est alors qu'Adrienne sort ce qui ressemble à une tablette et commence à lui montrer quelque chose sur l'écran. De loin, je ne vois pas ce que c'est, mais quoi que ce soit, Clara applaudit comme une enfant de 5 ans à qui on vient de promettre une glace. Ce spectacle me retourne l'estomac, car je sais. Je sais, c'est sûr. Ils sont en train de regarder quelque chose en rapport avec leur grand plan pour me faire avoir. Jonas, remarquablement silencieux pendant toute cette opération de surveillance, se penche vers la fenêtre et murmure « C'est bien ce que je pense ?» Je regarde de plus près et comprends ce qu'il voit. Des papiers sont étalés sur la table basse devant eux. Et même si je ne peux pas en lire les détails, la disposition ressemble étrangement à des documents juridiques. Des papiers de divorce, peut-être des accords de garde, des relevés financiers, quoi que ce soit, ils les étudient comme des généraux planifiant une campagne militaire. C'est alors que l'univers décide de me rappeler que le karma a un sens de l'humour tordu. Les alarmes se mettent à hurler dans tout le bâtiment. Pas des alarmes incendie,
mais des alarmes de sécurité qui sonnent comme si elles pouvaient réveiller les morts dans 3 comtés. Apparemment, quelqu'un a remarqué que 2 types en tenue de travail traînaient dans des endroits où ils ne devraient pas être à minuit. Il faut y aller, crie Jonas par-dessus le bruit, et nous courons vers la cage d'escalier comme si notre vie en dépendait. 20 étages plus bas en environ 5 minutes. Les poumons brûlent et les jambes sont engelées. Quand nous atteignons le parking, je suis presque sûr d'avoir vieilli d'au moins 5 ans et Jonas marmonne des prières en espagnol. Mais avant de nous enfuir, j'aperçois la Maserati argentée d'Adrienne qui brille sous les néons comme un monument à du Chabagris. Elle est garée à une place réservée aux invités du Penthouse, parce que c'est évident. La voiture coûte probablement plus cher que la plupart des maisons, et la voir là, comme une sorte de trophée pour un adultère réussi, me fait craquer. Je m'approche de cette peinture impeccable et traîne ma clé de maison sur le côté, laissant une rayure qui va lui coûter plus cher à réparer que ce que je gagne en un mois. C'est mesquin, imprudent et probablement illégal, mais bon sang, que ça fait du bien. Tant qu'à faire, je prends une poignée de pastilles à la menthe dans le hall de l'hôtel et je les fourre dans la trappe de son réservoir, parce que pourquoi pas. Quitte à commettre un petit acte de vandalisme, autant le faire minutieusement. Jonas secoue la tête devant mes pitreries. Mais il ne m'en empêche pas. Tu vas mieux, demande-t-il alors que nous nous dirigeons enfin vers son camion. Loin de là, je réponds. Mais au moins, j'ai fait quelque chose au lieu de rester planté là, comme un idiot, à regarder ma vie se faire démolir. Le trajet du retour est silencieux, à l'exception du bruit de mon téléphone qui télécharge tout sur un compte cloud sécurisé que j'ai créé plus tôt. Vidéo, photos, capture d'écran, tout ce dont j'ai besoin pour prouver qu'il ne s'agissait pas d'une affaire spontanée, mais d'une attaque calculée contre ma famille. Mais je n'ai pas encore fini. Loin de là. Parce que si Clara et Adrienne veulent jouer à des jeux, je vais leur montrer ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Ce soir-là, j'envoie un autre email. Celui-ci à Charlotte Kitts, la femme d'Adrienne. Objet, votre mari. Pièce jointe. Tout ce que je viens d'enregistrer, plus quelques captures d'écran choisies du compte Instagram secret de Clara. S'ils veulent détruire des familles, ils peuvent commencer par la leur. Vous savez ce qu'on dit sur la vengeance, c'est ? Eh bien, laissez-moi vous dire. Elle est arrivée au travail plus vite qu'un livreur de pizza à la commission. Les retombées de ma petite mission de surveillance nocturne frappent comme un ouragan de catégorie 5 fait d'énergie vindicative pure. Clara rentre à la maison le lendemain soir en faisant comme si elle auditionnait pour un rôle dans la comédie musicale Gaslight. Elle a réduit tout ce jeu de victimes blessées à un art, avec une voix tremblante et des larmes placées stratégiquement qui rendraient jalouse une actrice de feuilleton. Marcus, nous devons parler, dit-elle en s'installant sur notre canapé en cuir italien ridiculement cher comme si elle faisait un éloge funèbre. Votre comportement ces derniers temps est inquiétant. Me suivre partout, agir paranoïaque, lancer des accusations farfelues. Je pense que vous pourriez avoir une sorte de panne. Une panne ? Madame, si j'étais en panne, vous le sauriez parce que votre précieux rendez-vous dans un Penthouse se serait terminé avec bien plus que de la peinture égratignée et de l'essence à la menthe. Mais la vraie cerise sur le gâteau de ce dimanche festif vient de ma chère belle-mère Evelyne Mercé. Elle m'appelle directement, pas Clara, moi, pour partager ses réflexions sur mon récent comportement préoccupant, car apparemment, être bouleversé par la liaison de votre femme est un défaut de caractère dans le manuel de la famille Mercé. Marcus, dit-elle sur ce ton qui pourrait geler l'enfer. Clara me dit que tu es instable. Peut-être devriez-vous considérer que le problème ne vient pas de tout le monde, mais de vous. Vous êtes un homme raté qui ne peut pas accepter que sa femme soit devenue trop grande pour lui. Un homme raté. C'est riche venant de quelqu'un dont l'idée d'un mariage réussi consistait à saigner à blanc son défunt mari et à dépenser son argent dans des galas de charité où elle pourrait montrer sa dernière chirurgie plastique à d'autres veuves riches. Pendant ce temps, Adrienne se pavane dans le bureau comme s'il venait de gagner à la loterie et qu'il avait découvert le remède contre la calvitie le même jour. Il a cette expression suffisante collée en permanence sur son visage. Et chaque fois qu'il me voit, il s'assure d'afficher ce mille sourires comme s'il marquait son territoire. Et, mon pote, dit-il lors d'une rencontre particulièrement nauséabonde près de la machine à café. Comment vas-tu ? Clara a mentionné, vous traversez une période difficile. Une période difficile ? Comme découvrir que la liaison de votre femme est l'équivalent émotionnel d'un nid de poule au lieu d'un gouffre qui engloutit toute votre vie. Mais voici le problème d'être bousculé par des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que vous. Finalement, vous atteignez un point où être un gars sympa n'est plus une option.
Et pour moi, ce point arrive au gala de charité Aldan Endro 3 semaines après l'incident du Penthouse. Le gala de charité est censé être cette affaire digne où l'élite architecturale de Minneapolis fait semblant de se soucier des enfants défavorisés tout en buvant du vin qui coûte plus cher par bouteille que ce que la plupart des gens dépensent en épicerie en un mois. L'événement a lieu dans la salle de bal du centre des congrès, avec des lustres en cristal, des compositions florales hors de prix et suffisamment de fausse sincérité pour alimenter une petite ville. Clara apparaît comme $1 million dans un numéro de marque qui coûte probablement plus que ma voiture, travaillant dans la salle comme si elle faisait campagne pour la sainteté là-bas aussi, jouant naturellement le rôle. Rôle de partenaire commercial solidaire tout en prévoyant secrètement de redécorer ma maison avec ses meubles moches. La soirée se prolonge avec les discours habituels sur l'action communautaire et la conception durable, ponctués par le genre d'applaudissements polis qui ressemble à de la pluie sur un toit de tôle. Tout le monde boit, fait du réseautage et prétend que faire un chèque à une œuvre de charité les absout d'être d'une manière ou d'une autre des êtres humains généralement terribles. C'est à ce moment-là que je fais mon geste. Plus tôt dans la journée, j'avais glissé au technicien audiovisuel, un gamin nommé Danny qui travaille au noir en tant que DJ et dont les prêts étudiants sont plus importants que mon hypothèque, une belle facture de $100. Il me suffisait de 5 minutes au micro et d'accéder à l'écran de projection. Danny, bénisse son âme financièrement désespérée, était plus qu'heureux d'aider un collègue qui travaillait. J'attends la fin de la présentation principale et les gens s'installent pour ce qu'ils pensent être un diaporama ennuyeux sur l'engagement communautaire du cabinet. Au lieu de cela, ils sont sur le point de diffuser l'émission de Marcus et Clara en direct et en version intégrale. Je monte sur scène comme si j'y appartenais, ce que techniquement je fais depuis que je suis senior. Architecte au sein du cabinet. Danny me fait un subtil signe de tête depuis la cabine et soudain, je tiens un micro devant 300 des personnes les plus influentes de Minneapolis. Mesdames et messieurs, ma voix commence à traverser la salle de bal avec une clarté cristalline. Merci d'être venus ce soir pour soutenir une si noble cause. Avant de poursuivre les festivités de la soirée, j'aimerais partager quelque chose de spécial avec vous. Je peux voir Clara dans la foule, son visage passant de confus à horrifié en 2 secondes chrono. Adrien a l'air que quelqu'un vient de lui dire que son fond en fiducie s'est évaporé. Permettez-moi de vous présenter le véritable divertissement de ce soir. Je continue. Ma femme Clara et son associé Adrien travaillent ensemble sur un projet très spécial, qui met vraiment en valeur leur esprit de collaboration. L'écran derrière moi s'illumine comme le 4 juillet, sauf qu'au lieu de feux d'artifice, il affiche des photos d'hôtels, des captures d'écran de SMS et des moments forts du compte Instagram secret de Clara. Les plus grands succès de leur affaire présentés en haute définition pour que tout le monde puisse les voir. La salle de bal devient complètement silencieuse, à l'exception du bruit de 300 personnes haletant simultanément et cherchant leur téléphone. Vous pourriez entendre une épingle tomber si les épingles produisaient le même son que l'implosion des carrières sur les réseaux sociaux. Clara essaie de courir vers la sortie, mais la foule est plus serrée qu'un wagon de métro aux heures de pointe. Adrien, quant à lui, décide que la meilleure réponse à l'humiliation publique est la violence. Parce qu'apparemment son éducation à l'Ivy League n'a pas couvert la résolution des conflits, il fonce vers la scène comme un rouge voyant, sauf que les taureaux sont généralement plus gracieux et moins susceptibles de trébucher sur leurs propres pieds. Je m'écarte à la dernière seconde et Adrien passe devant moi en trébuchant comme s'il auditionnait pour un rôle dans une comédie burlesque. C'est alors que des années de rage réprimée et de nuit blanche décident de faire leur apparition. J'attrape Adrien avec un crochet du droit qui représente toute la frustration que je ressens depuis le début de ce cauchemar. Le coup de poing se connecte avec une fissure satisfaisante qui lui coûte probablement plus en soins dentaires que ce que j'en gagne en 6 mois. Adrien tombe comme un sac de pommes de terre hors de prix et la foule éclate comme si nous venions de marquer le toucher gagnant au Super Bowl. Les téléphones enregistrent sous tous les angles. Les gens applaudissent et quelque part dans le chaos. J'entends Evelyne Mercé crier comme une banshee dont le feuilleton préféré vient d'être annulé. Les agents de sécurité finissent par arriver, mais le mal est alors fait. La vidéo devient déjà virale plus vite qu'un mème de chat, et la réputation de Clara est morte. Adrienne est allongée sur le sol, se tient la mâchoire et reconsidère probablement ses choix de vie, et je me tiens au-dessus d'eux, me sentant mieux que depuis des mois. L'élite de Minneapolis vient d'être aux premières loges pour la tournée de vengeance de Marcus Ellery, et à en juger par l'ovation debout, ils en ont définitivement pour leur argent. Le lundi matin roule comme un train de marchandises chargé de documents juridiques et de mauvaises nouvelles. Apparemment, lorsque vous humiliez publiquement votre femme et frappez son petit ami lors d'un gala de charité, il y a des conséquences. Qui savait?
Je suis assis dans ma cuisine en train de boire du café qui a le même goût filtré à travers mon propre désespoir lorsque la première vague de représailles frappe. Mon téléphone se met à bourdonner comme un frelon en colère et chaque notification apporte des nouvelles pires que la précédente. Tout d'abord, mes comptes professionnels sont gelés. Pas de gêne temporaire, pas de retard dans l'attente d'un examen. Complètement gelés, comme s'ils avaient été trempés dans de l'azote liquide. Apparemment, Clara et son équipe juridique ont travaillé tout le week-end pour convaincre un juge que je représentais une sorte de menace financière. Parce que rien n'est plus dangereux avec l'argent que de révéler la liaison de sa femme lors d'un événement caritatif. Vient ensuite la partie vraiment amusante. Les lignes de crédit de mon entreprise sont étranglées plus vite qu'un informateur de la mafia. Les fournisseurs qui sont heureux de travailler avec nous depuis des années ont soudainement besoin d'un paiement initial. La banque qui a approuvé notre prêt d'expansion le mois dernier examine actuellement notre compte pour déceler des irrégularités. C'est comme regarder des dominos tomber, sauf que chaque domino représente des années de travail acharné qui tombent à l'eau. Jonas arrive vers 10 heures avec des beignets et le genre d'expression sombre habituellement réservé aux pompes funèbres. À quel point est-ce grave? Il demande, s'installant dans ma cuisine comme s'il se préparait pour un siège. Eh bien, dis-je en parcourant le dernier lot de menaces juridiques sur mon téléphone. Je ne peux pas accéder à mes comptes professionnels. Mon crédit a été incendié. Et apparemment, je suis désormais considéré comme un risque de fuite. Donc, vous savez, juste un autre lundi maniaque. C'est à ce moment-là que la sonnette retentit et que je suis accueilli par un serveur de processus qui semble faire ce travail depuis l'administration Carter. Il me remet une ordonnance restrictive avec le genre de sympathie professionnelle qui suggère qu'il a déjà vu ce film et qu'il sait comment il se termine. L'ordonnance de non-communication est un chef-d'œuvre de fiction juridique. Selon les avocats de Clara, qui facturent apparemment plus par heure que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine, je représente un danger clair et présent pour sa sécurité. La preuve, mon comportement de plus en plus erratique, y compris, mais sans illimité, les explosions publiques, le harcèlement criminel et la violence non provoquée. Violence non provoquée. C'est vrai. Parce que surprendre votre femme en train de tricher et de répondre par autre chose qu'une note de remerciement poli est apparemment un motif pour une ordonnance restrictive à Minneapolis. Mais le véritable coup de fouet arrive plus tard dans l'après-midi. Je suis dans mon bureau en train d'essayer de comprendre comment maintenir mon entreprise à flot alors que tout le monde dans le monde financier a apparemment décidé que je suis un déchet toxique lorsque ma secrétaire Renée m'appelle avec un appel qui me glace le sang. Monsieur Ellery, il y a aussi quelqu'un des services de protection de l'enfance en ligne. Ils disent que c'est urgent. Service de protection de l'enfance. Ces 3 mots m'ont frappé comme un marteau dans le ventre parce que je sais exactement de quoi il s'agit. Clara n'essaie pas seulement de détruire mon entreprise et ma réputation. Elle s'en prend à Sophie. L'employée du CPS, une femme nommée Janet Morrison, qui semble faire ce travail depuis assez longtemps pour avoir perdu toute confiance en l'humanité, explique qu'elle a reçu une information anonyme sur ma condition physique en tant que parent. Apparemment, quelqu'un a signalé que j'avais un comportement violent et instable avec ma fille de 7 ans. Nous prenons ces rapports très au sérieux. Monsieur Ellery, dit-elle, sur le ton de quelqu'un qui a prononcé ce discours 1000 fois. Nous devrons planifier une visite à domicile et interroger Sophie pour assurer sa sécurité. Une astuce anonyme. Parce que les informations anonymes reflètent bien la façon dont les citoyens inquiets signalent généralement les problèmes de protection de l'enfance et pas du tout la façon dont les ex-femmes vindicatives tentent de militariser le système contre leurs futurs ex-maris. La visite à domicile a lieu 2 jours plus tard et elle est exactement aussi invasive et humiliante qu'on pourrait s'y attendre. L'officier Ramirez, un gars qui a l'air de préférer être ailleurs, passe 2 heures à parcourir ma maison comme s'il cherchait des preuves de crimes de guerre au lieu de surveiller une enfant dont le plus gros problème est que ses parents sont en train de divorcer. Sophie, Dieu merci, gère tout cela mieux que moi. Lorsque l'agent Ramirez lui demande si elle se sent en sécurité chez elle, elle le regarde comme si on lui demandait si le ciel était violet. Bien sûr, je me sens en sécurité, dit-elle avec le genre de confiance concrète que seuls les enfants de 7 ans peuvent avoir. Papa fait les meilleures crêpes et il vérifie toujours s'il y a des monstres sous mon lit. Maman se comporte bizarrement ces derniers temps, mais papa prend soin de moi quand il me pose des questions sur mon comportement. Sophie lui lance un regard à faire fondre l'acier. Papa est triste parce que maman a été méchante avec lui, mais il est toujours gentil avec moi. C'est le seul qui m'écoute quand je parle d'école. 2 heures de questions et Sophie me donne en gros une référence de personnage qui rendrait jaloux un saint.
L'officier Ramirez part avec l'air de se sentir désolé de devoir nous faire subir ce cirque et je me demande combien d'autres moyens Clara peut trouver pour me torturer avant que tout cela ne soit fini. Ce soir-là, Clara rentre à la maison pour la première fois depuis la débâcle du gala de charité. Elle porte des larmes de crocodile aussi convaincantes qu'un billet de 3 $, ainsi qu'une tenue qui coûte probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. « Marcus, nous devons parler », dit-elle en s'installant sur notre canapé comme si elle rendait visite à un parent malade. « Je pense que nous devrions essayer de consulter. Votre comportement est préoccupant. » Préoccupant ? Il y a encore ce mot. Apparemment, c'est l'adjectif préféré de Clara pour décrire la réaction de son mari après avoir été trahi, humilié et saboté financièrement. « Vous êtes paranoïaque », poursuit-elle en se tamponnant les yeux avec un mouchoir qui coûte probablement plus cher au pouce carré que l'or. Ces accusations folles contre Adrien et moi, ce n'est pas sain. Je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète du fait que Sophie soit confrontée à ce genre d'instabilité. L'audace de cette femme est à couper le souffle. Elle est assise dans la maison pour laquelle je paie, porte des vêtements que j'ai achetés, parle de mon instabilité pendant qu'elle baise son partenaire commercial et complote pour voler ma fille. C'est à ce moment-là que je décide de couper la parole à Clara, dis-je d'une voix suffisamment calme pour nous surprendre tous les deux. Vous souvenez-vous de nos vœux de mariage? La partie sur l'abandon de tous les autres. Elle arrête immédiatement de pleurer, comme si quelqu'un venait d'appuyer sur un interrupteur. Le masque glisse l'espace d'une seconde et j'aperçois la vraie Clara, la femme froide et calculatrice qui planifie ma destruction depuis des mois. Je ferai de ta vie un enfer, dit-elle, sa voix se transformant en un murmure plus terrifiant que n'importe quel cri. Je regarde ma femme, cette inconnue qui porte le visage de Clara, et je ne peux m'empêcher de sourire. Trop tard, je lui dis. Vous l'avez déjà fait. Mais voici ce que Clara ne comprend pas. Lorsque vous n'avez plus rien à perdre, vous devenez dangereux d'une manière que l'argent et les avocats ne peuvent pas réparer. Et je ne fais que commencer. 3 semaines après le début de ce que j'appelle maintenant la phase de terre brûlée de mon divorce. Je suis assis dans mon bureau et j'essaie de trouver un moyen de maintenir mon entreprise en vie lorsqu'on frappe à ma porte. J'attends un autre serveur de processus, peut-être un agent de recouvrement ou peut-être la faucheuse lui-même à ce stade. Au lieu de cela, je reçois Charlotte Kitts. Charlotte est la femme d'Adrienne, et elle ne ressemble en rien à ce à quoi je m'attendais, où Adrien est tout en flash et en faux charme. Charlotte est le genre de femme qui pourrait diriger une entreprise Fortune 500 avant le déjeuner et avoir encore le temps de détruire ses ennemis avant le dîner. Elle porte un costume élégant qui coûte probablement plus cher que ma voiture. Mais contrairement au pan de Haldan Rowe, elle le porte comme une armure au lieu d'un costume. Monsieur Ellery, dit-elle en entrant dans mon bureau comme si les lieux lui appartenaient. Nous devons parler. Elle s'installe sur la chaise en face de mon bureau avec le genre de grâce contrôlée qui suggère qu'elle est habituée à être la personne la plus intelligente de la pièce. Ses yeux sont bleus glaciers et calculateurs, et quand elle me regarde, j'ai la nette impression qu'elle fait une sorte de calcul mental qui rendrait jaloux un ordinateur de la NASA. J'ai reçu votre email, poursuit-elle, sa voix portant le genre d'autorité qui rend les PDG nerveux. Documentation très complète. Très éclairant. Je me penche en arrière sur ma chaise, essayant de lire son expression. Est-elle là pour me remercier? Me poursuivre en justice? Est-ce que j'ai tué? Avec les gens riches, on ne sait jamais vraiment dans quelle direction la conversation va aller. J'ai pensé que vous devriez savoir ce que faisait votre mari, dis-je, pensant que l'honnêteté est probablement mon meilleur pari à ce stade. Charlotte laisse échapper un rire qui ressemble à du verre brisé heurtant du marbre. Oh, monsieur Ellery, je sais ce que faisait Adrienne depuis des mois. La question est, savez-vous ce qu'il prépare réellement? Cela attire mon attention plus rapidement qu'une alarme incendie. Que veux-tu dire? Elle ouvre son sac à main de créateur, du genre qui coûte probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, et en sort une tablette. L'écran affiche des relevés bancaires, des enregistrements de transactions et un tas de documents financiers qui me font tourner la tête rien qu'en les regardant. Il court, dit-elle simplement. Compte offshore aux îles Caïmans, nouvelles identités, faux passeports, tout ça. Adrienne siphonne l'argent de ses clients depuis plus d'1 an et votre chère épouse l'aide à brouiller les pistes. Mon sang se transforme en glace. De combien d'argent parle-t-on? Près de 3 millions de $, dit Charlotte comme si elle parlait de la météo plutôt que de Grand Larsarsony. Et voici la partie vraiment amusante. Ils prévoient d'emmener Sophie avec eux. La pièce s'incline comme si quelqu'un venait de déplacer les fondements de la réalité.
Ils veulent kidnapper ma fille. Non seulement l'emmener dans une bataille pour sa garde, mais la kidnapper et disparaître dans un paradis tropical où les lois d'extradition ressemblent davantage à des suggestions. Quand je demande, ma voix est à peine au-dessus d'un murmure. Ce soir, répond Charlotte, Adrienne a déplacé de l'argent toute la semaine et Clara a retiré Sophie de l'école cet après-midi. Je leur ai dit que c'était une urgence familiale. Je me lève avant que Charlotte ait fini de parler. Mon esprit passe en revue les implications. Clara est venue chercher Sophie plus tôt, ce qui veut dire qu'elle a déjà emmené notre fille quelque part. Probablement lui raconter une histoire de vacances surprises ou d'aventures amusantes avec maman et oncle Adrien. Pourquoi tu me dis ça? Je demande. Parce que d'après mon expérience, lorsque des gens riches vous aident, il y a généralement un piège qui implique votre âme et votre premier-né. Le sourire de Charlotte pourrait tailler des diamants. Parce qu'Adrien pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, moi y compris. Il a prévu de me laisser tranquille pendant qu'il s'en va au coucher du soleil avec votre femme et mon argent. Je n'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. Assez juste. L'enfer n'a pas de fureur comparable à celle de la femme d'un milliardaire méprisé. Que veux-tu de moi? Je demande. Aide-moi à les arrêter, dit-elle. J'ai un détective privé qui suit leurs mouvements, mais j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse les habitudes de Clara. Quelqu'un qui puisse s'approcher suffisamment pour s'assurer qu'ils ne s'en tirent pas comme ça. Le détective privé de Charlotte s'avère être un gars nommé Hank Doyle qui a l'air d'être sorti d'un film noir et plongé dans mon cauchemar. Il a le genre de visage buriné qui suggère qu'il a vu toutes sortes de dépravations humaines imaginables et qu'il a vécu pour en parler. Ils sont dans une unité de stockage près de l'aéroport. Hank rapporte que nous nous retrouvons dans un restaurant qui sert du café suffisamment fort pour réveiller les morts. Complexe industriel près de l'autoroute 5. Il charge des cartons dans une camionnette depuis 1 heure. Mon cœur bat comme un marteau-piqueur alors que nous roulons dans la nuit en direction de l'entrepôt. Charlotte chevauche un fusil de chasse, aussi cool que la glace, pendant que j'essaie de ne pas vomir à cause de la combinaison de peur et de rage qui parcourt mon organisme. Le complexe de stockage fait partie de ces parcs industriels tentaculaires qui semblent avoir été conçus par quelqu'un qui déteste à la fois l'architecture et l'humanité. Des rangées d'unités identiques s'étendent sous des lumières fluorescentes qui projettent le tout d'une lueur jaune maladive. On les retrouve à l'unité 47B. Adrienne charge des cartons dans une camionnette blanche tandis que Clara tient Sophie par l'épaule. Ma fille a l'air confuse et effrayée, se demandant probablement pourquoi maman l'a fait partir au milieu de la nuit sans dire au revoir à papa. Quand Sophie me voit, son visage s'illumine comme le matin de Noël. « Papa » crie-t-elle en essayant de courir vers moi, mais Clara resserre sa prise. C'est alors qu'Adrien décide d'envenimer la situation en sortant une arme à feu car apparemment le grand larcenie et le kidnapping n'étaient pas des crimes suffisants pour une soirée. « Éloigne-toi, Marcus, dit-il, sa voix tremblant presque autant que ses mains. 2 heures d'avance. C'est tout ce dont nous avons besoin. Elle vient avec nous. L'arme semble énorme dans ses mains manucurées, et je peux dire qu'il n'en a jamais tenu une de sa vie. Adrienne est le genre de gars qui pense probablement que la vie dure signifie séjourner dans un hôtel 4 étoiles au lieu d'un hôtel 5 étoiles. Mais voici le problème avec les gens désespérés et armés. Ils sont imprévisibles, même s'ils sont incompétents. Donc, je fais quelque chose qu'Adrienne n'attend probablement pas d'un architecte raté en panne. Je prends une poignée de journaux dans une poubelle voisine et les allume avec mon briquet, jetant le paquet enflammé dans l'unité de stockage derrière lui. Le détecteur de fumée se met à hurler comme une banshee et tout à coup, tout le complexe s'illumine d'alarme. Adrien se retourne, confus par le bruit et la fumée et c'est à ce moment-là que j'interviens. Je l'attaque comme si j'étais de retour à l'université en train de jouer au football intramuros, sauf que cette fois, l'enjeu est la vie de ma fille au lieu de l'argent de la bière. Le pistolet vole sur le béton en claquant dans l'obscurité et Adrien s'effondre plus fort que la bourse en 1929. Sophie se libère de l'emprise de Clara et court droit dans les bras de Charlotte, tandis que ma future ex-femme reste là, comme si son monde entier venait d'imploser, ce qui, pour être honnête, c'est probablement le cas. Des sirènes hurlent au loin, se rapprochant de seconde en seconde, et Clara me regarde avec quelque chose qui pourrait en fait être un véritable regret pour la première fois depuis des mois. « Je suis désolée » murmure-t-elle, sa voix à peine audible malgré les alarmes. Je regarde cette femme qui était censée être ma partenaire dans la vie, qui est devenue ma partenaire dans une destruction mutuelle, et je ressens quelque chose qui pourrait en fait être de la pitié. Non, lui dis-je en attirant Sophie contre moi. Vous êtes désolé de vous être fait prendre. 6 mois plus tard,
je suis assis dans une salle d'audience qui sent le vieux bois et les rêves brisés, regardant le dernier acte du spectacle Clara et Adrien se dérouler devant un jury qui a l'air de préférer être littéralement n'importe où ailleurs sur la planète. Le palais de justice du comté de Hennepin a connu son lot de drames au fil des ans, mais je suis presque sûr que l'affaire de l'État du Minnesota contre Clara Ellery et Adrien Kitts va rendre le moment fort réel. Le tableau des preuves donne l'impression que quelqu'un a fait exploser un classeur rempli de toutes les mauvaises décisions que deux personnes pourraient prendre. Il y a des cartons de banquiers remplis de dossiers financiers, des captures d'écran imprimées du compte Instagram secret de Clara, des reçus d'hôtel qui racontent une histoire qu'aucun mariage ne devrait jamais avoir à lire, et suffisamment de preuves photographiques pour faire pleurer de joie un détective privé. La procureure Sarah Chin a construit cette affaire comme elle construit une cathédrale. Chaque élément de preuve soigneusement placé, chaque argument élaboré avec le genre de précision qui rendrait jaloux un architecte. Elle poursuit la criminalité en col blanc depuis 15 ans. Et regarder son travail, c'est comme regarder Michel-Ange peindre la chapelle Sistine, sauf qu'au lieu d'images religieuses, elle crée un chef-d'œuvre de destruction légale. Mesdames et messieurs du jury, Dachin commence sa plaidoirie finale. Ce que nous avons ici n'est pas un crime passionnel, mais une conspiration soigneusement orchestrée qui a duré plus de 18 mois. Les accusés n'ont pas seulement trahi leur conjoint, ils ont trahi leurs clients, leurs collègues et la confiance fondamentale qui assure la cohésion de notre système financier. Elle fait un geste vers la table des preuves comme si elle présentait les joyaux de la couronne. Monsieur Kitts a systématiquement détourné plus de 3 millions de dollars des comptes clients, utilisant sa position d'associé chez Aldan et Roa pour accéder à des fonds censés construire les maisons de rêve des gens. MS Ellery, utilisant sa connaissance privilégiée des systèmes financiers de l'entreprise, l'a aidé à brouiller les pistes en falsifiant des documents et en autorisant des transferts. Adrienne assise à la table de l'accusé, ressemblant à quelqu'un qui vient de découvrir que son fonds en fiducie a été converti en argent de monopole. Son costume coûteux ne peut cacher le fait qu'il transpire à travers sa chemise. Et son avocat, un jeune homme du centre-ville qui facture probablement plus alors que ce que la plupart des gens gagnent en un mois, n'arrête pas de lui chuchoter frénétiquement à l'oreille comme s'il essayait de pratiquer une RCR légale sur une affaire morte. L'avocat de Clara a opté pour une défense de victime tragique de manipulation, qui est à peu près aussi convaincante qu'un billet de 3 dollars. Selon son équipe juridique, Clara n'était qu'une femme innocente qui s'est laissée entraîner dans les stratagèmes d'Adrienne parce qu'elle était émotionnellement vulnérable et cherchait à échapper à la détérioration de son mariage. Ils la décrivent comme une sorte d'Oilia des temps modernes, poussée au crime par l'amour et le désespoir. Le jury n'y croit pas. Cela se voit car ils continuent de regarder Clara comme si elle était quelque chose qu'ils avaient trouvé collé au bas de leurs chaussures. Lorsque son avocat a essayé de faire valoir qu'elle ne faisait que suivre l'exemple d'Adrienne, l'un des jurés, une femme d'âge moyen qui semble avoir élevé 5 enfants et enterré 2 maris, a en fait levé les yeux si fort que j'ai cru qu'il pourrait lui tomber de la tête. Hank Doyle, le détective privé de Charlotte, prend la parole comme s'il faisait cette danse depuis 30 ans, ce qui est probablement le cas. Son témoignage se lit comme un roman policier, avec des photos de surveillance, des conversations enregistrées et une trace écrite qui mène directement aux îles Caïmans. Les accusés ont ouvert plusieurs comptes offshore en utilisant des sociétés écrans, explique Hank, sa voix portant le poids d'une certitude absolue. Monsieur Kitts transférerait les fonds des clients vers ses comptes. Étage MS Ellery modifiait les dossiers de l'entreprise pour donner l'impression que l'argent avait été utilisé pour des dépenses légitimes dans le cadre d'un projet. L'accusation diffuse des enregistrements de Clara et Adrien discutant de leur plan d'évasion. Et entendre la voix de ma femme qui complote pour disparaître avec ma fille me retourne à nouveau l'estomac. Elle a l'air excitée, comme si elle planifiait des vacances au lieu de plusieurs crimes. Une fois au Caïman, il n'y a pas d'extradition. La voix de Clara remplit la salle d'audience grâce au système audio. Sophie adora les plages et le temps que quelqu'un découvre ce qui s'est passé, nous serons intouchables. Quand ils écoutent l'enregistrement d'Adrien disant « Marcus est trop stupide pour s'en rendre compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard ». Je dois résister à l'envie de me lever et de rappeler à tout le monde que ce type stupide est la raison pour laquelle ils sont menottés au lieu de siroter des pina coladas sur une plage. Mon propre témoignage est étonnamment cathartique. Après avoir été traité pendant des mois de paranoïaque, d'instable et de vindicatif, j'ai enfin l'occasion de raconter ma version de l'histoire à 12 personnes qui doivent en fait m'écouter. Je les accompagne à travers le gala de l'entreprise, la découverte de la liaison de Clara, la mission de surveillance de minuit et la nuit au dépôt où ils ont tenté de kidnapper Sophie. L'avocat de Clara essaie de me dépeindre comme un ex-mari obsédé qui a poussé sa femme dans les bras d'un autre homme.
Mais il est difficile de faire valoir cet argument quand il existe des preuves vidéo de son intention de voler des millions de dollars et de fuir le pays avec un enfant de 7 ans. La thèse de la défense s'effondre plus vite qu'un château de cartes dans un ouragan. L'avocat d'Adrienne tente de faire valoir que son client déplaçait simplement de l'argent pour diversifier son portefeuille d'investissement, ce qui est un langage juridique car nous n'avons rien et nous espérons que le jury sera stupide. L'équipe de Clara souffre d'une folie passagère, affirmant qu'elle était tellement bouleversée par notre mariage raté qu'elle ne pouvait pas penser clairement. Le jury délibère pendant exactement 4h23. Je le sais parce que je suis assis dans le couloir à regarder l'horloge comme si elle détenait les secrets de l'univers. Charlotte est à côté de moi, cool comme toujours, parcourant son téléphone comme si elle vérifiait la météo au lieu d'attendre de savoir si son mari allait en prison. Quand ils reviennent, le contremaître, un gars qui a l'air d'avoir passé toute sa vie à construire des choses avec ses mains au lieu de les démolir avec des documents légaux, se lève et rend le verdict avec le genre de finalité qui fait ressembler les drames judiciaires à des heures d'amateurs. Nous déclarons l'accusé Adrien Kitts coupable de tous les chefs d'accusation, détournement de fonds, fraude, blanchiment d'argent, complot et tentative d'enlèvement. Adrien devient suffisamment pâle pour se fondre dans les murs du palais de justice. Nous déclarons l'accusé, Clara Elry, coupable de complicité de détournement de fonds, de fraude et de complot, et coupable de mise en danger d'enfants. Le visage de Clara s'effondre comme un immeuble démoli. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle ressemble à un véritable être humain au lieu d'une machine à calculer portant des vêtements de marque. La juge, une femme nommée Patricia Hammond, qui semble avoir affaire à des criminels en col blanc depuis l'administration Coolidge, prononce les peines avec le genre d'autorité qui fait que tout le monde dans la pièce se redresse. Monsieur Kitts, vous êtes condamné à 8 ans de prison fédérale avec restitution de 3,2 millions aux victimes de vos crimes. 8 ans. Adrienne sera d'âge moyen à sa sortie, en supposant qu'il survit à la nourriture de la prison et aux colocataires qui n'apprécient probablement pas les costumes Armani. Madame Elry, vous êtes condamnée à 5 ans de prison fédérale avec votre permis immobilier définitivement révoqué et une restitution intégrale aux parties concernées. 5 ans. Sophie aura 12 ans lorsque sa mère sortira. Assez vieux pour comprendre exactement ce qui s'est passé et pourquoi papa avait raison d'être paranoïaque. Depuis la galerie, j'entends Evelyne Mercé siffler comme un serpent qui vient de découvrir que quelqu'un se tient sur sa queue. C'est de ta faute, me crache-t-elle, sa voix traversant la salle d'audience comme une malédiction. Vous avez détruit cette famille. Tu es un traître. Le marteau du juge Hammond tombe comme le marteau de Dieu. Et juste comme ça, c'est fini. Adrien est emmené menotté, se demandant probablement comment sa vie est passée des soirées pantouses aux combinaisons de prison. Clara me regarde une dernière fois avant que le baigneur ne l'emmène, et je vois quelque chose dans ses yeux qui pourrait en fait être du regret. À l'extérieur du palais de justice, la neige tombe comme les cendres d'un monde incendié. Et je tiens la main de Sophie alors que nous nous dirigeons vers la suite. Le jour du déménagement arrive comme une libération conditionnelle tant attendue de la prison qui était mon ancienne vie. La maison que Clara et moi partagions, ce monument à l'illusion conjugale avec ses sols en marbre chauffant et ses lustres prétentieux, est vendue pour payer les frais juridiques et la restitution. Honnêtement, regarder quelqu'un d'autre charger ses meubles dans cet endroit, c'est comme regarder une tumeur se faire enlever. Bon débarras à tout ça. Notre nouveau logement est un modeste ranch de 3 chambres situé dans un quartier où les gens connaissent réellement le nom de leurs voisins et où les enfants peuvent faire du vélo sans avoir recours à des agents de sécurité. Elle fait environ un quart de la taille de l'ancienne maison, ce qui signifie que Sophie et moi nous croisons pendant la journée au lieu d'errer comme des fantômes dans un manoir. Jonas arrive de bonne heure avec sa camionnette et suffisamment de café pour caféiner une petite armée. Le jour du déménagement, amigo, il annonce que nous sommes sur le point de nous lancer dans une grande aventure au lieu de transporter des cartons d'un point A à un point B. Il est temps de repartir à zéro. Cet homme a raison. Tout ce que nous déplaçons représente ce qui compte réellement. Les jouets de Sophie, ma table à dessin, les albums photos d'avant que Clara ne devienne une criminelle financière. Et environ 6 cartons de livres que j'ai accumulés d'une manière ou d'une autre au fil des années. Toutes les conneries coûteuses dont Clara a insisté sur le fait que nous avions besoin de maintenir notre image dans la maison. Les meubles en cuir italien, les verres à pied en cristal qui coûtaient plus cher que la plupart des voitures, les œuvres d'art qui ressemblaient à un éternuement sur une toile et qui les appelaient génies. Laissons les nouveaux propriétaires s'occuper de ces absurdités prétentieuses. Sophie gère le déménagement mieux que je ne l'espérais. Elle a 8 ans maintenant, ce qui signifie qu'elle est assez grande pour comprendre que maman a fait de très mauvais choix, mais assez jeune pour rebondir comme le font les enfants.
Elle court dans la nouvelle maison, réclamant des chambres et faisant des plans pour l'endroit où ses peluches vont vivre. Papa, je peux peindre ma chambre en violet, demande-t-elle en sautillant sur la pointe des pieds comme si elle était propulsée par l'excitation pure. Avec des étoiles phosphorescentes au plafond. Absolument, lui dis-je. Et le sourire qui illumine son visage pourrait illuminer tout le quartier. À quand remonte la dernière fois qu'un membre de notre famille a été aussi excité par quelque chose? Probablement avant que Clara ne commence à traiter notre maison comme un lieu de rassemblement pour son expédition d'escalade professionnelle. Mon assistante Renée mérite une médaille pour avoir maintenu mon entreprise en activité.